La plupart des individus traversent leur existence dans une quête perpétuelle de sécurité matérielle, sans jamais véritablement appréhender l'essence même de l'outil qu'ils manipulent quotidiennement. Nous évoluons au sein d'une architecture invisible, une structure silencieuse qui détermine, bien avant notre naissance, si notre parcours sera marqué par la lutte constante ou par une sérénité souveraine. Si cette mécanique demeure obscure au plus grand nombre, ce n'est pas par manque d'intelligence de la part des citoyens, mais par une volonté délibérée de ceux qui en ont édicté les règles. Pour comprendre notre place dans cet échiquier, il convient de dépouiller la monnaie de ses définitions académiques et de l'observer pour ce qu'elle est réellement. Une construction psychologique, un acte de foi collectif. Contrairement à une idée reçue, l'argent n'est pas une réserve de valeur intrinsèque, mais une créance sur l'avenir. Un contrat de confiance dont la solidité ne repose que sur l'adhésion de la masse. Les monnaies fiduciaires n'ont aucune substance propre. Leur valeur s'évapore à l'instant précis où la confiance s'érode. Recevoir un salaire n'est donc pas accumuler de la richesse, mais collecter des promesses, de valeurs, qui pourraient, théoriquement, s'effondrer si le consensus social venait à se rompre. Cette illusion de solidité a été savamment orchestrée au fil des siècles par une élite financière qui a compris que le contrôle du récit monétaire équivalait au contrôle de la société elle-même. En complexifiant à l'extrême les mécanismes bancaires, ils ont érigé une barrière mystique entre le citoyen et la compréhension de son propre asservissement. Le système des réserves fractionnaires en est la pierre angulaire. Lorsque vous déposez vos économies, la banque ne se contente pas de les garder en sécurité. Elle les utilise comme levier pour engendrer, par un simple jeu d'écriture numérique, des sommes qui n'existaient pas l'instant d'avant. Chaque unité monétaire en circulation, au-delà de la monnaie fiduciaire physique, est en réalité le reflet d'une dette contractée par autrui. Notre économie tout entière respire par la dette. Sans emprunteur, il n'y a pas de création monétaire. Cela signifie que la prospérité apparente de notre système repose sur l'obligation perpétuelle de rembourser des intérêts sur un capital créé ex nihilo. C'est une mécanique qui exige une croissance infinie pour ne pas imploser. Car pour rembourser les intérêts de la dette globale, il faut contracter de nouveaux emprunts, créant ainsi une spirale de dépendance dont l'expansion est la seule condition de survie. L'ingéniosité de ce paradigme réside dans sa capacité à normaliser l'endettement au point de le rendre invisible, voire désirable. On a substitué à la liberté de l'absence de dette le prestige de la consommation à crédit. La culture contemporaine a été formatée pour que l'individu confonde son identité avec ses possessions, utilisant des signaux de richesse pour masquer une fragilité financière structurelle. Le crédit est devenu une forme de voyage temporel. Il permet de jouir aujourd'hui des fruits d'un travail que l'on n'a pas encore accompli, en hypothéquant les 30 prochaines années de sa vie. Cette anticipation de la consommation enchaîne l'individu à son emploi, inhibe toute prise de risque et neutralise toute velléité de dissidence économique. Un homme endetté est un homme prévisible, un rouage docile qui ne peut se permettre de questionner le système de peur de perdre le confort précaire qu'il a acheté à crédit. Les institutions financières ne se contentent pas de profiter de cette situation. Elles l'entretiennent par des produits d'une complexité byzantine, conçus pour extraire la valeur par des frais et des taux d'intérêt usuriers, tout en s'assurant que l'échec individuel soit perçu comme une faute morale personnelle, plutôt que comme la conséquence logique d'un jeu dont les dés sont pipés. Pourtant, une minorité d'initiés utilise ces mêmes mécanismes pour consolider une hégémonie patrimoniale. La distinction fondamentale entre la classe laborieuse et l'élite financière ne réside pas dans la quantité d'argent possédé, mais dans l'usage de la dette. Là où le citoyen moyen s'endette pour acquérir des passifs qui se déprécient, des biens de consommation, des véhicules, des gadgets, l'investisseur averti utilise la dette comme un levier pour acquérir des actifs productifs. Pour l'un, la dette est un boulet. Pour l'autre, elle est un accélérateur de richesse, souvent subventionné par des avantages fiscaux inaccessibles aux salariés. C'est ici que s'opère la grande divergence. Pendant que les intérêts composés dévorent le futur des uns, ils multiplient la fortune des autres. Le système est conçu pour que l'accès à l'investissement soit entravé par la nécessité de servir la dette de consommation, créant un fossé générationnel quasi infranchissable. La richesse ne se construit pas par le travail acharné seul,
mais par la capacité à s'extraire de la boucle de consommation pour entrer dans celle de l'accumulation d'actifs. Prendre conscience de cette architecture n'offre pas de solution miracle, mais elle opère une libération psychologique essentielle. Comprendre les règles du jeu permet de cesser de s'auto-flageller pour une précarité qui est, en réalité, systémique. Cette lucidité est le premier pas vers une forme de dissidence tranquille. Elle permet de refuser la course au statut, de rejeter les signaux de richesse factice et de privilégier la souveraineté temporelle sur la possession matérielle. On ne peut pas s'extraire totalement du système monétaire mondial, mais on peut choisir de ne plus en être la victime consentante. En limitant sa dépendance au crédit de consommation et en réorientant ses ressources vers l'autonomie, l'individu reprend le contrôle de son destin. L'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre une opulence démesurée, mais de bâtir une existence où l'argent redevient un serviteur et cesse d'être un maître absolu. La connaissance est l'unique levier capable de transformer une vie de servitude invisible en un parcours de liberté consciente. C'est en décryptant ces mécanismes que l'on passe du statut de pion à celui d'acteur, capable de naviguer avec discernement dans un océan de promesses virtuelles pour ancrer sa vie dans une réalité tangible et choisie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté le plus dont vous avez besoin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.